Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un 9e tuto. Après avoir abordé la notion du salaire de base, son calcul, le placement sur le bulletin, nous avançons dans les éléments de rémunération et nous allons aujourd'hui voir la notion des heures supplémentaires. La notion est très large, suppose l'application de beaucoup de règles, tant au niveau du brut qu'au niveau des charges. De ce fait, je vais découper la notion en 2 tutoriels. Le premier tuto, et donc celui d'aujourd'hui, abordera la notion. Nous verrons comment décompter les heures supplémentaires, les valoriser, les placer sur le bulletin en éléments bruts. Nous ferons également un tour par des régimes spécifiques et nous envisagerons quelques exercices d'application. Le tuto de la semaine prochaine, et donc la deuxième partie de cette notion des heures supplémentaires, abordera la version charge sociale, c'est-à-dire la réduction de charge qu'il y a sur les heures supplémentaires au bénéfice du salarié, la déduction que l'employeur peut avoir également de son côté, l'exonération d'impôt sur le revenu pour le salarié, la prise en compte des heures pour la valorisation de la réduction de charge générale pour l'employeur, et nous envisagerons à la fin du tuto numéro 10 le bulletin dans son ensemble après avoir réalisé la fin des exercices que nous aurons commencé aujourd'hui et que nous terminerons donc dans un bulletin général la semaine prochaine afin que vous ayez vu le traitement des heures supplémentaires du haut du bulletin en passant par les charges jusqu'en bas du bulletin. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le premier tuto et la première notion. Présentons les principes de base à connaître en matière d'heures supplémentaires. Le premier, c'est que c'est un élément de la rémunération brute du salarié. Le deuxième, c'est que ça concerne les salariés à temps complet, à temps plein. La troisième chose que nous pouvons dire, c'est que les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d'équivalence. Je vous rappelle que les heures supplémentaires sont possibles à être réalisées, cependant, nous faisons attention aux durées maximales du travail et que nous avons vu précédemment dans un autre tuto, à savoir 48 heures par semaine isolée, 44 sur 12 semaines consécutives. Et là, forcément, je parle des dispositions légales et pas conventionnelles. Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile, entendu du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. Précision, une autre période de 7 jours consécutifs peut être retenue. Les heures supplémentaires se valorisent, se décomptent en temps de travail effectif. Je vais donc prendre les semaines réalisées par mon salarié et je vais calculer le travail effectif de ce salarié sur cette semaine. Et je fais ainsi sur toutes les semaines du mois pour un salarié qui est mensualisé. J'attire votre attention sur le fait que des temps particuliers qui viendraient se glisser lors d'une semaine peuvent changer le calcul du temps de travail. Nous l'avons vu, notion de temps de travail effectif, assimilé effectif, non effectif, et je vous en ai cité quelques-uns comme le congé payé, l'absence maladie ou l'événement familial. Les heures supplémentaires, une fois que vous les avez décomptées, vous allez les payer, majorer de 25% pour les 8 premières heures et 50% ensuite. Toujours la même chose, nous sommes dans le principe légal. Il est possible de prévoir des majorations différentes par accord, tout en respectant un minimum, et ce minimum est de 10%. Les heures supplémentaires et leur majoration peuvent être payées sur le salaire ou bien
prise en repos compensateur de remplacement. J'attire votre attention que de parler de récupération est une erreur de terme. Juridiquement, la récupération, c'est quelque chose de précis. On ne parle donc pas de récupération en matière d'heures supplémentaires, mais on parle de repos compensateur de remplacement. J'attire votre attention sur le fait que les jours fériés, placés dans une semaine où on aurait fait des heures en plus sur les autres jours, ne sont pas forcément rémunérés avec majoration, ou bien pris en repos compensateur avec majoration. Il y a une distinction entre la position de la Cour de cassation et de l'administration. En effet, la Cour de cassation estime que ce ne sont pas des heures supplémentaires dans la notion de travail effectif et accepte donc le fait qu'on ne les majore pas, alors que l'administration, elle, suppose une majoration. Je vous encourage donc à revoir la position qui a été adoptée par votre entreprise. Il est bien évident qu'une entreprise qui a appliqué la majoration jusque-là a créé un usage et ne pourrait pas revenir dessus comme elle le veut. La base de rémunération des heures supplémentaires, ce n'est pas forcément que le taux horaire de base. Certains éléments doivent être ajoutés pour rémunérer les heures et la majoration. En général, on retient la notion de prime constituant une contrepartie directe du travail fourni et les primes inhérentes à la nature du travail. Je vous ai mis quelques exemples, comme la prime de danger, la prime de froid, l'insalubrité, ou bien encore les primes individuelles de rendement. Je vous reporte à un article qui avait été sorti par l'ERF et qui est normalement de libre accès. Bien qu'il soit vieux, le contenu est toujours d'actualité et vous expliquera cette notion de prendre en compte les éléments qui sont autres pour monter votre taux horaire qui servira de base au paiement des heures supplémentaires et à leur majoration. Vous devez également vous reporter à votre convention collective pour voir si des précisions sont apportées. Et enfin, quels sont les usages dans l'entreprise. Les heures supplémentaires, on ne peut pas en faire tant qu'on veut. Et la loi a mis en place ce qu'on appelle un contingent. Ce contingent est de 220 heures. Je vous renvoie à votre convention collective pour savoir quel contingent vous est applicable. Sachez que si un salarié dépasse le nombre d'heures du contingent annuel en heures supplémentaires, alors un repos obligatoire doit lui être donné. La valeur de ce repos obligatoire dépend de l'effectif de l'entreprise. En effet, pour les entreprises de plus de 20 salariés, une heure supplémentaire réalisée en dehors du contingent donnera le droit à une heure de repos obligatoire. En revanche, pour les entreprises de 20 salariés et moins, c'est 50% en repos. Une heure effectuée en dehors du contingent ouvre droit à une demi-heure de repos pour le salarié. Il est évident que ces repos obligatoires sont attribués en plus de la rémunération vue précédemment. Je vous renvoie comme d'habitude à un certain nombre de sites internet pour compléter cette fiche, qui reste une fiche synthétique, bien que les éléments principaux y soient reproduits. Je vous dis à tout de suite pour voir 2 régimes spécifiques en matière d'heures supplémentaires. Je ne vais pas pouvoir voir tous les régimes spécifiques qui peuvent exister en matière d'heures supplémentaires. Mais j'ai souhaité faire ce tableau pour attirer votre attention que vous n'êtes pas forcément dans le régime général et qu'il n'existe pas que le régime général de décompte des heures supplémentaires et de valorisation des heures supplémentaires. J'ai donc souhaité revenir sur 2 aménagements possibles du temps de travail et la première, c'est celle sur une période supérieure à la semaine par accord collectif. On vise là plutôt les accords d'annualisation ou anciennement modulation. Vont être des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute qui a été fixée à l'accord. Et là, on va payer les heures avec le salaire du mois où elles ont été réalisées. Deuxième série d'heures supplémentaires à décompter, les heures effectuées en plus en fin de période de référence, en fin de période d'aménagement du temps de travail.
Si je suis sur une période d'annualisation de septembre à août, fin août, je fais le bilan du nombre d'heures qui ont été réalisées par rapport au programme qui avait été fixé. Exemple, si j'ai une période annuelle de 1607 heures, qui est le taquet légal à réaliser, eh bien je vais valoriser toutes les heures qui seront dépassées ce montant de 1607 heures pour les rémunérer. Forcément, je déduis celles qui ont déjà été payées s'il y en avait au-delà de la période haute sur le mois considéré où elles ont été faites. J'ai aussi la possibilité d'avoir un aménagement du temps de travail sur 4 semaines, 9 semaines si je suis moins de 50 salariés, et là sans accord collectif. Dans ce cas-là, j'opère un double décompte également, le décompte par semaine, et j'aurai une heure supplémentaire si je suis au-delà de 39 heures. Et en fin de période, de 4 semaines ou de 9 semaines selon mon régime, toute heure dépassant en moyenne 35 heures hebdomadaires sera une heure supplémentaire. Évidemment, je fais attention à ne pas repayer des heures que j'aurais déjà décomptées au-delà de 39 sur une semaine. Dans ce genre de régime d'aménagement du temps de travail, j'attire votre attention sur les conséquences des absences. En effet, une absence va venir abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Exemple, je suis dans un programme d'annualisation avec réalisation de 1607 heures sur l'année de référence. Eh bien, si j'ai une absence d'une semaine, cette absence va être retirée des 1607 heures à effectuer. Et donc, mon seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé. Quel est le taux de majoration de salaire ? Eh bien, il va être déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute ou par rapport à 39 heures et non pas par rapport à 35 heures. Et je vous ai mis un exemple. Si j'ai un programme d'annualisation avec une période haute de 42 heures, un salarié qui réaliserait une semaine donnée 44 heures aurait réalisé 2 heures supplémentaires majorées à 25%. Dans le système ordinaire, on a une tendance à penser à 8 premières heures veut dire de la 36e à la 43e heure. Attention, dans les régimes spécifiques, on est déconnecté de la notion de 36 à 43. On est dans la notion de au-delà de, et en l'occurrence au-delà de 42 heures dans mon programme indicatif. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. Donc là, ce qui explique que nous soyons dans une majoration à 25% et non pas une majoration à 50% comme vous auriez pu le penser. Je vous ai mis les références d'une circulaire qui était prise pour les régimes de modulation, mais qui semble toujours applicable pour les régimes d'annualisation, qui semble pouvoir se transposer. Je vous attire donc votre attention sur le fait qu'en matière d'heures supplémentaires, vous avez les dispositions générales et toujours la même chose. Vous réfléchissez avec la même progression. Que dit la loi ? Que dit la convention ? Est-ce que vous avez un accord collectif ? Est-ce que vous avez pratiqué des usages ? Et là, je pense aux majorations, à ce que vous incluez dedans. Est-ce que vous avez inséré des choses dans votre contrat de travail ? Et si oui, lesquelles ? Par exemple, si vous avez rédigé un contrat de travail à 39 heures hebdomadaires, vous êtes contraint de maintenir le travail à hauteur de ces 39 heures et donc de payer les heures supplémentaires qui sont devenues contractuelles. Voilà, je voulais vous apporter toutes ces précisions en matière d'heures supplémentaires pour la base, puisque je le répète, il y aura un deuxième tuto qui ira sur d'autres notions et plutôt sur les notions de charge. Là, nous allons procéder à quelques exercices pour mettre en application ce que nous venons de voir. À tout de suite. Pratiquons un petit peu les notions que nous venons de voir. Je vous ai créé un cas, le cas de la salariée Camille. Je vous laisse prendre connaissance de tous les éléments importants pour traiter l'exercice. Je vous mets ces horaires pour le mois de septembre 2019 par semaine du calendrier.
le travail que vous avez à faire, valorisez les heures du mois de septembre et présentez les éléments de son haut de bulletin de paye. Vous ferez également le point sur son contingent d'heures supplémentaires à fin septembre. Deuxième petit cas dans la même entreprise, son collègue, pour lequel vous valoriserez également les heures du mois et présenterez les éléments du haut de bulletin de paye. Aucun décompte particulier n'étant précisé pour ce salarié, nous supposons qu'il s'en est tenu à son contrat de travail. Je vous laisse à vos calculs et je vous retrouve pour le corriger. Corrigeons les petits exercices que je vous ai donnés sur cette notion, première partie, des heures supplémentaires. Donc je vais vous expliquer comment je raisonne personnellement quand je traite la gestion administrative de mes clients, des salariés de mes clients. Je vais d'abord prendre les données qui m'ont été transmises relatives à l'entreprise. Je vais dans un premier temps noter que l'effectif est inférieur à 20 salariés. J'en déduis donc que j'aurai une déduction patronale sur heures supplémentaires. Ça, nous le verrons dans les exercices du tuto 2. Mais j'installe le décor. J'ai également comme information des taux retraite de droit commun et une répartition de droit commun. Ça aussi, ça me servira pour la réduction salariale de charges sur heures supplémentaires. Je me note donc cette donnée. Ensuite, on me dit que l'entreprise retient la position de la Cour de cassation. Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai expliqué dans le tuto en matière de jours fériés qui tomberaient une semaine où des heures en plus ont été effectuées. Ça veut dire que l'entreprise ne va pas majorer les heures qui auraient été faites sur des semaines où il y a eu des jours fériés chômés. Ensuite, je relève que l'activité de l'entreprise est du commerce de gros non alimentaire. J'ai donc été chercher la convention collective qui m'était donnée dans l'énoncé et j'ai été relevé que le contingent était le contingent légal, soit 220 heures par an. Si j'avais été dans le domaine alimentaire, le contingent aurait été de 180 heures. J'ai été relevé que dans cette convention, il n'y avait aucune disposition particulière sur des majorations spécifiques. Je vais donc appliquer les majorations de droit commun parce qu'en plus, je n'ai pas d'accord d'entreprise, ce qui m'a été indiqué dans l'énoncé. J'ai donc les 8 premières heures sup majorées de 25% et ensuite de 50%. La convention collective prévoit la possibilité de repos compensateur en matière d'heures supplémentaires. Rien ne m'était précisé dans l'énoncé. À partir de ce moment-là, je vais partir sur le paiement des heures supplémentaires. Ensuite, il m'a été indiqué que quand c'est possible, les heures supplémentaires sont mensualisées. J'ai donc repris toutes les données qui étaient relatives à l'entreprise et qui vont m'aider à traiter mes heures supplémentaires de mes 2 salariés pour lesquels j'avais des données pour le mois de septembre. Ma première salariée, c'est Camille Zoll. Et Camille, j'ai noté qu'elle était non cadre, qu'elle est employée administrative, qu'elle est en CDI, à temps plein, ce qui veut dire en 35 heures hebdo. J'ai été noter ses horaires par jour, bien que les heures supplémentaires ne se décomptent pas par jour. J'ai relevé que son ancienneté était de 1 an et vu que j'ai la convention collective en parallèle, eh bien j'en conclus qu'il n'y aura pas de prime d'ancienneté qui est prévue dans la convention collective. Elle n'a pas l'ancienneté requise. J'ai relevé son taux horaire qui est de 10,70 € brut et le contingent à fin août est de 210 heures. Son poste est de la filière administrative dans la convention collective et en reprenant la classification de la convention, j'ai été repéré que ce poste-là est de niveau 3. Le poste d'employé administratif de la filière administrative est de niveau 3. Le salaire de 10,70 € de l'heure est OK avec la dernière grille de salaire qui est en vigueur dans cette convention collective. Là encore une fois, je vais aller regarder également avec la loi. Toujours le raisonnement dont je vous parle depuis le début, loi, convention, accord. Accord, on a dit qu'il n'y en avait pas, on le met tout de suite de côté. Là, je vais jongler entre loi et convention collective. Convention collective prévoit 10,70. Je sais que le SMIC est inférieur. Je suis OK et avec la loi et avec la convention.
J'ai mes données d'entreprise, j'ai mes données de départ pour ma salariée. Je vais maintenant prendre les horaires de septembre pour pouvoir payer septembre. En septembre, on m'a donné différentes semaines, puisque je sais que le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine civile, comme je vous l'ai expliqué dans le tuto. Et vu que là, on m'a rien précisé et que j'ai pas d'accord, je n'ai pas d'entreprise qui a fait autrement que ce décompte du lundi au dimanche. Je vais donc coller à ces règles-là de droit commun. En septembre, je reprends chaque semaine et je vais faire le total des heures qui ont été effectuées par rapport à 35 heures. Sur la semaine 36, je me retrouve avec 3h75 qui sont majorées. Majorées de 25% puisque je suis dans le cadre des 25% de majoration 8 premières heures sup. Ensuite, la semaine 38, j'ai 3 heures majorées de 25%. Ensuite, la semaine 39, je vais avoir 10 heures effectuées au total et donc 8 heures majorées de 25% et 2 heures majorées de 50%. Ensuite, je vais me noter que la salariée entre dans le champ de la mensualisation parce que je n'oublie pas les notions que nous avons étudiées en préambule puisque nous allons pas à pas, mais pas à pas, on n'oublie pas ce qu'on a fait au départ. Donc, ma salariée entre dans le champ de la mensualisation, son salaire de base va être valorisé ainsi, 151,67 € qui est le 35 heures multiplié par 52 douzième comme nous l'avons étudié dans le tuto sur la mensualisation, multiplié par son taux horaire égale son salaire de base. Ensuite, je vais valoriser le taux horaire avec les majorations de 25 ou de 50%. J'obtiens le taux horaire majoré et je vais pouvoir réaliser son haut de bulletin. Son haut de bulletin va donc donner ceci. Le salaire de base dans une première ligne à 151,67 € au taux horaire qui me donne le montant du salaire de base brut. Et ensuite, comme me le demande la législation sur le bulletin de salaire, je vais indiquer chaque ligne pour les heures supplémentaires majorées de 25% et de 50%. J'ai donc un total de 14h75 majoré à 25% et un total de 2 heures supplémentaires majoré de 50%. J'obtiens une rémunération brute. Je n'oublie pas à côté de tenir le contingent d'heures supplémentaires. Il m'avait été dit qu'en août, il était de 210 heures. J'y ajoute les 16h75 qui viennent d'être effectuées. J'obtiens donc un total de 226h75. J'ai donc dépassé mon contingent de 220 heures légal de 6h75 qui vont donc ouvrir droit à 50% de repos obligatoire puisque j'ai un effectif inférieur à 20 salariés. D'accord ? Ok. Deuxième petit cas, son collègue magasinier. Collègue magasinier, et là j'ai fait de la même manière, j'ai relevé les éléments importants qu'il y avait pour traiter mon cas. J'ai une ancienneté de 2 ans, je n'ai donc toujours pas la prime d'ancienneté. C'est un magasinier, je suis dans la filière logistique. Et dans la filière logistique, j'ai vu qu'il y avait plusieurs postes de magasinier possibles entre employés de magasinage et caristes qualifiés. Ça va du niveau 1 minimum au niveau 3 maximum. J'ai jeté un œil sur les salaires allant du niveau 1 au niveau 3 et avec le salaire qui a été défini à 11,80 de l'heure, soit un total de 1789,71, je suis OK avec les salaires minimums de la grille de la convention collective. Il m'est précisé que ce salarié, il est en 39 heures hebdo, marqué au contrat de travail. On m'a dit en préambule dans l'entreprise que la mensualisation des heures supplémentaires est faite quand c'est possible. Ce qui veut dire qu'ici, je vais mensualiser mes heures supplémentaires. Petit élément supplémentaire, j'ai une prime de salissure pour ce salarié. Je ressors la notion de quelle est la base de majoration des heures supplémentaires. Certaines fois, certaines primes doivent être incluses. En l'occurrence, la prime de salissure l'est-elle ? Eh bien oui, parce que c'est une prime inhérente au travail et la convention collective ne précise rien, mais la jurisprudence prend cette prime en compte pour la base à majorer.
Le salarié entre dans le champ de la mensualisation. Je définis donc son salaire de base. 35 heures multiplié par 52 douzièmes, multiplié par le taux horaire égale salaire de base. Et ensuite, je vais mensualiser les heures sup. Alors, je vais calculer d'abord ma base de majoration des heures supplémentaires. Je vais prendre mon salaire de base. Je vais y ajouter ma prime de salissure. J'obtiens un nouveau brut, prime inclus. Je divise par 151,67 et j'obtiens mon taux horaire qui inclut ma prime de salissure. Je multiplie par 125% puisque 17h33, c'est dans la limite des 8 premières heures sup. Enfin, c'est pas exactement 17h33, c'est le fait qu'on ait 4 heures supplémentaires hebdo. On est dans la limite de 8 par semaine à 125%. Donc j'en reste là puisque dans le cas, on ne m'a pas donné d'autres heures sup. Et je vais les placer dans mon haut de bulletin. Première ligne, salaire de base, qui reste à 151,67 h et ma prime de salissure et mes heures supplémentaires mensualisées, ce qui me donne ma rémunération brute. Voilà le petit travail de départ que je souhaitais que vous fassiez pour vous familiariser avec le travail sur les heures supplémentaires. Je vais maintenant prolonger le cas de Camille sur les mois d'octobre et novembre en insérant des jours un petit peu plus particuliers, des jours spécifiques comme les absences ou les jours fériés, afin que nous pratiquions cette notion-là de voir comment on décompte les heures qui ont été effectuées en plus sur des semaines où il y a eu soit des absences, soit des fériés. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Poursuivons le décompte et la valorisation des heures supplémentaires pour Camille sur les mois d'octobre et novembre. Avec ici quelques particularités afin que vous voyez les conséquences de certaines absences sur le décompte des heures faites sur les autres jours. Vous avez donc à gérer une absence pour événement familial intervenu le 7 et une absence sans solde intervenue le 16. Je vous laisse prendre en compte les horaires de Camille sur le mois d'octobre. Le travail à faire sera donc de décompter les heures sup, et de rémunérer Camille comme il se doit. N'oubliez pas de tenir à jour votre contingent d'heures sup. Pour novembre, nous avons le premier qui est férié et chômé. Le reste du mois, rien à signaler. Je n'ai donc pas relevé le 11 novembre férié chômé également puisqu'il tombe sur une semaine où il y a 35 heures, donc aucune conséquence au niveau des heures éventuellement faites en plus puisqu'il n'y en a pas. Même objectif, valoriser, décompter les heures et les heures sup faites par Camille sur novembre et suivre le contingent. Je vous conseille de mettre en pause le tuto puisque je vais enchaîner avec le corrigé dans quelques secondes. Décompter les heures et les majorations. Commençons par le mois d'octobre. Pour la semaine 40, je n'oublie pas de prendre en compte le 30 septembre, où on m'avait indiqué que Camille avait fait 8 heures. Donc bien que sur 4 jours de début octobre elle ait fait 7 heures, je n'oublie pas les 8 heures du 30 septembre et j'obtiens donc une heure supplémentaire majorée de 25%. Du 7 au 13, j'ai une absence événement familial pour 7 heures. L'absence événement familial est assimilée à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et pour l'application des majorations. Le reste de la semaine, il y a eu 8 heures par jour. J'ai donc un total hebdo de 39 heures et donc 4 heures majorées de 25%. Particularité de l'événement familial, non seulement il compte pour les majorations, en revanche, il ne compte pas dans le contingent d'heures supplémentaires. Du 14 au 20 octobre, elle a eu une absence sans solde qui sera valorisée pour 7 heures, donc 35 heures effectuées sur les autres jours, et donc 7 heures qui ont été effectuées en plus. Ces heures seront payées au taux normal de base parce que l'absence sans solde n'est pas du travail effectif, ni assimilé effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Donc on les paye forcément, mais au taux normal.
Du 28 au 31 octobre, ça sera pris en compte sur le mois de novembre. Je tiens à côté le contingent d'heures supplémentaires qui va s'afficher après, mais je voulais revenir sur le fait que je n'ai pas affiché le haut de bulletin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion qu'il va y avoir une rubrique avec des heures d'absence, la valeur de 14 heures d'absence, 2 fois 7 heures. Une pour événement familial, mais qui sera compensée en totalité de 7 heures. Certaines entreprises ne le mettent même pas en absence. Et une absence sans solde de 7 heures. Vu qu'on n'a pas encore étudié la notion de valorisation des absences, je ne voulais pas interférer dans ce tuto-là avec cette notion de valorisation des absences. C'est pour ça que je n'ai pas affiché de haut de bulletin. Mais le procédé est exactement le même. Savoir, salaire de base en première ligne, heure au taux normal ensuite, heures supplémentaires à 25%, en l'occurrence nous n'avons pas d'heures à 50%. Et je suis mon contingent d'heures supplémentaires qui est à 226,75 de fin septembre, plus une heure, donc 227,75 d'heures supplémentaires. Pour novembre, je me retrouve avec le premier qui est férié et chômé. On m'a donné, dans les conditions relatives à l'entreprise, que l'entreprise adoptait la position de la Cour de cassation. Ce qui veut dire que les heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et donc pas majorées. Par conséquent, ma salariée a bien fait 8 heures par jour sur le mois de fin octobre du 28 au 31, auquel s'additionne le 7 du férié qui est chômé payé. En revanche, les heures que je trouve en plus, c'est-à-dire 4, puisque j'ai un total de 39 heures, donneront lieu au paiement des heures au salaire taux normal, mais pas majoré. La solution aurait été différente si l'entreprise avait retenu la position de l'administration. Je précise qu'on ne peut pas intervenir du jour au lendemain pour supprimer ce qui pourrait être considéré comme un usage, à savoir qu'une entreprise qui aurait jusque-là payé avec les majorations ne peut pas du jour au lendemain décider de retenir la position de la Cour de cassation, sauf à dénoncer l'usage qu'elle aurait fait. Donc attention, on ne fait pas la révolution demain dans l'entreprise. Donc voilà pour la distinction entre les deux. Il y aura forcément aussi des conséquences, et nous le verrons dans le tuto 2, par rapport aux réductions de charges sur ces heures qui du coup ne sont pas considérées comme des vraies heures sup. D'accord ? Contingent, eh bien vu que ce ne sont pas des heures sup, le contingent n'est pas affecté de ces heures faites sur cette semaine où il y a le férié. Voilà les petites précisions que je voulais vous apporter par rapport à ces jours qui peuvent intervenir, ces absences ou ces jours fériés et chômés qui peuvent intervenir dans une semaine où un salarié a fait plus d'heures que la normale sur les autres jours et qui viennent affecter la paye du salarié. Voilà, c'est fini pour cette première partie de tuto sur les heures sup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie des charges. Il y a un tout petit tableau juste après sur la position sur le bulletin de paye et après c'est la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Terminons cette première partie de tuto sur les heures supplémentaires par les dispositions du Code du travail relatives aux mentions des heures sur le bulletin. Je vous ai donc repris le 5e de l'article qui s'y réfère, dont je vous laisse prendre connaissance. Il faut préciser qu'en cas de repos compensateur, il n'y a pas d'obligation de les porter sur le bulletin. En revanche, une annexe doit être établie. Enfin, insistons sur le fait qu'un employeur a le devoir de porter sur le bulletin et donc de rémunérer les heures qui ont réellement été effectuées par le salarié. S'il souhaite camoufler
les heures d'une manière ou d'une autre, soit sans les rémunérer, soit en les rémunérant sous forme de prime, alors l'employeur se rend coupable de travail dissimulé. Voilà pour cette première partie de présentation de la notion des heures supplémentaires. Comme je l'avais indiqué, cette notion est découpée en 2 tutos pour éviter d'être trop lourde. Le tuto de la semaine prochaine reviendra donc sur les heures supplémentaires, mais pour le côté charge, c'est-à-dire réduction au bénéfice du salarié, déduction éventuelle au bénéfice de l'employeur, exonération d'impôt sur le revenu, traitement des heures sup sur le bulletin de salaire. Nous reprendrons les exercices que nous avons commencés sur ce tuto-là et nous poursuivrons sur le placement sur le bulletin et nous terminerons le deuxième tuto sur un bulletin dans son ensemble qui traiterait des heures supplémentaires pour reprendre le côté valorisation, le côté traitement encore du bulletin au niveau des charges, le traitement en matière de net imposable, pour enfin voir comment ça se passe jusqu'au net à payer. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.